tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Beaucoup de choses à dire, ça va être très dense, il va y avoir beaucoup de contenu aujourd'hui. Le programme, une première partie où on va faire une analyse globale du marché crypto, donc en passant par les grosses caps comme Bitcoin et Ethereum. Et puis après, on ira voir certains altcoins qui sont dans des configurations très intéressantes en ce début de semaine. Deuxième partie de live, on fera un point sur la macroéconomie, évidemment, on regardera ce qui est en train de se passer sur la bourse, dans le marché des actions, etc. puisque c'est très important en ce moment. Dans une troisième partie, on ira voir quelques actualités qui, elles aussi, eh bien, vont avoir leur importance sur la suite des événements sur les différents marchés. Et dans une dernière partie, on sera un peu plus sur de la réponse aux questions comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Moi, vous le savez, entre chaque partie, justement, je ferai des petites pauses pour y répondre et pour vous éclairer au mieux. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Donc voilà. On va pouvoir commencer très rapidement. Juste une dernière chose pour toutes les personnes qui sont sur le live TikTok. Je vous invite à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran. Ça ferait extrêmement plaisir et puis ça permettrait à tout le monde de nous rejoindre. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite du coup avec une première analyse du marché. Comme vous le voyez à l'écran, un marché dans le vert en ce début de semaine. Ça fait du bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un début de semaine comme ça aussi vert sur le marché des cryptos, donc plutôt intéressant. Bitcoin et Ethereum qui ont pris entre 2 et 3% de hausse. Globalement, c'est surtout sur les altcoins où on a eu des choses intéressantes. Le BNB qui a quasiment plus 6% aujourd'hui, comme le DOT, le VET, l'Uniswap, le Matic, etc. Donc globalement, on a plutôt une belle journée aujourd'hui sur le marché des cryptos. Alors maintenant, attention, on va voir qu'il ne va pas falloir trop s'emballer pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'indice Fear and Greed, voilà, on est redescendu dans un niveau encore plus intense de peur extrême. Ça s'explique par la mauvaise clôture weekly qu'on a fait hier. J'y reviendrai juste après. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier, je vous invite aussi à aller voir la vidéo d'hier soir, puisqu'elle va être très importante. Donc voilà, pour l'indice Fear and Greed. Globalement, donc un marché vert. Pourquoi? Parce qu'on a un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 30 000 $. Alors, assez étonnant, puisque autant hier soir, on fait une nouvelle mauvaise clôture weekly, autant ce matin, ça se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, comme on l'a expliqué hier, donc on a clôturé, comme vous le voyez ici, sous le range weekly. Ça veut dire qu'on a cassé notre range weekly. Et je vous avais dit que suite à cette cassure, il y avait deux scénarios possibles. Soit, eh bien, du coup, étant donné que la cassure a été faite, on la valide et on revient chercher le support précédent en direction des 20 000 $. Soit on a un gros retournement de situation, on a enfin une semaine verte et on réintègre rapidement le range dès cette semaine. Parce que oui, avec la clôture weekly d'hier soir, on est sur notre 8e semaine consécutive de baisse sur Bitcoin. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur le marché. On était à 7 semaines, ce qui n'était pas arrivé depuis 2014, et là on est sur notre 8e semaine. C'est assez étonnant puisque voilà, en général, même quand un marché il suit une tendance, que ce soit haussier ou baissier, que cette tendance soit haussière ou baissière, et il y a des moments où il va corriger cette tendance. Donc c'est-à-dire que là par exemple, on le voit sur 2021, alors oui, on passe de 30 000 à 70 000 quasiment dollars en l'espace de quelques semaines, mais c'est pas un tout droit, c'est-à-dire que voilà, il y a des petites corrections. Là pour l'instant, c'est un tout droit vers le bas. Donc voilà un petit peu les deux scénarios en weekly qui vont s'offrir à nous. Une autre chose qui va être importante de prendre en compte à moyen long terme, ça va être la clôture monthly qui arrive maintenant à la fin de la semaine. C'est pour ça que cette semaine va être ultra importante sur le marché. Pourquoi? Parce que cette clôture monthly, comme je vous l'avais dit au début du mois, il va être très important de réussir à la faire au-dessus de la Kijun. Ok? Donc ça veut dire qu'il va falloir cette semaine réintégrer le range, repasser au-dessus de la Kijun et valider du coup le bottom ici pour tout simplement valider le scénario de double bottom, le W qu'on a juste ici. Donc ça fait beaucoup de choses qu'il va falloir valider, ça fait beaucoup de choses qu'il va falloir faire dans cette semaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gros enjeux sur le marché cette semaine. En monthly, en weekly comme je viens de vous le dire, hop, je me remets en weekly, en weekly comme je viens de vous le dire, et en daily aussi, évidemment. Puisque du coup, l'objectif en daily, là dans les prochains jours, ça va être tout simplement de réintégrer le range. Pour ça, on a une petite lueur d'espoir en ce début de semaine puisqu'on a ce triangle de compression en H4 qu'on a très bien cassé par le haut. Ok. Alors là, le scénario H1 qu'on avait identifié la semaine dernière, personnellement, je le supprime parce que je considère qu'il est plus aussi pertinent qu'avant. Mais là, on a ce triangle de compression H4 qui a très bien cassé par le haut. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, on semble être bien protégé par le nuage d'Ishimoku ainsi que par une zone de support
assez importante ici avec le plat SSB de la Kijou au niveau des 29 000 dollars, juste en dessous, juste sous les 30 000 dollars. Donc plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir voir si justement on arrive vraiment bien à valider cette cassure de manière nette. Est-ce qu'on va trouver assez de volume? Est-ce qu'on va trouver assez de force pour justement revenir chercher les 31 300 dollars? Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a un max paying price qui est annoncé pour la fin de semaine à 34 000 dollars. 34 000 dollars, ça voudrait dire que le prix va être attiré par ces 34 000 dollars, puisque sinon on aurait une majorité de traders qui seraient en perte, tout simplement. Donc je pense que le prix va être attiré par ces 34 000 dollars. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il va falloir prendre en compte, et ça on va le voir juste après, ça va être tout le point macroéconomie. Okay, c'est-à-dire que oui, on le sait, les indices US ont déjà été en difficulté la semaine dernière. Et selon moi, ils vont être aussi en difficulté cette semaine. C'est-à-dire que ça ne serait pas étonnant du tout qu'on revoie les marchés US, donc ce qui va être S&P 500, ce qui va être le Nasdaq ou même le cours du dollar. En fait, tous ces indices US, toutes ces actions, ces devises venant des États-Unis, qui vont probablement reperdre 4 à 5% cette semaine. Et on le sait, le marché aujourd'hui, notamment Bitcoin, est corrélé à 75% avec les marchés financiers traditionnels américains. Donc si on a une perte de moins 4, moins 5% sur les indices US, on va clairement avoir quelque chose de similaire sur la crypto. Donc c'est pour ça qu'on est dans une situation très très instable, puisqu'on a d'un côté, si on prend juste l'écosystème crypto, on a plutôt des choses intéressantes qui pourraient nous indiquer une semaine haussière, puisque comme on l'a vu, il va falloir remonter en monthly, remonter en weekly, on a un max paying price à 34 000 dollars et on a une belle cassure en H4. Donc d'un point de vue uniquement crypto, c'est plutôt intéressant et on pourrait du coup imaginer une hausse. Surtout que voilà, là on est en train de faire un petit rebond de continuation haussière, donc attention. Mais si on prend en compte le contexte macro, et on le verra tout à l'heure aussi avec les actualités, on va voir que ça va pas être aussi simple que ça. Déjà, première chose à dire, effectivement, c'est le S&P 500. S&P 500 qui a été en grosse difficulté la semaine dernière. Là, on voit qu'il réagit en ce début de semaine, comme le fait de toute façon l'ensemble des marchés, mais il va peut-être être bloqué ici par la résistance. Ok, sa résistance des 3900, enfin quasiment 4000 dollars. Ok, donc déjà, première chose, S&P 500, il va falloir surveiller attentivement la clôture d'élite ce soir, puisque si on ne repasse pas au-dessus de cette résistance, on pourra considérer qu'on fait uniquement un pullback et qu'on devrait prolonger donc cette tendance baissière. Donc attention, vous voyez que là j'avais pris une position, elle a été annulée puisqu'on est passé sous la résistance, enfin sous le support. Donc déjà une première chose importante à dire. Ensuite, du côté du Nasdaq, on a une situation similaire. C'est-à-dire qu'on a été en grosse difficulté la semaine dernière. Là, on réagit un petit peu en ce début de semaine, mais on va probablement perdre 4 à 5%. Ok, sur cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on le sait encore une fois, Bitcoin est très corrélé en ce moment, même à 75% corrélé en ce moment au marché financier traditionnel. Donc si S&P 500, si Nasdaq, etc., ils reperdent tout simplement leur 4 à 5%, là, clairement la crypto va suivre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme sur le S&P 500, Nasdaq est aussi, lui, sous une grosse zone de résistance. Ok, au niveau des 12 300 dollars. Donc ça serait pas étonnant, là aussi, de voir un rejet sur cette résistance de Nasdaq qui, lui, ferait prolonger cette tendance baissière. Et en fait, on validerait tout simplement, là aussi, un pullback. Voilà ce qui est intéressant à dire. Dernière chose sur le côté action, enfin deux dernières choses à dire, ça va être sur le cours du dollar. Le cours du dollar qui s'apprête tout simplement à faire sa première bougie rouge, sa première clôture monthly dans le rouge depuis bien longtemps. Ok, depuis même plusieurs mois. Là, vous voyez qu'on semble être rejeté sur le haut du range en monthly sur le cours du dollar. Ok, donc alors là, on n'est pas sur la valeur même d'un dollar, on est sur l'indice de la devise dollar. Ok, c'est pour ça qu'on est sur un indice qui est à 100 dollars. Ok, c'est un équivalent, mais j'y reviendrai plus tard, je pourrais vous l'expliquer. Donc là, on semble être rejeté pour le moment. Si là aussi on a un dollar qui chute, évidemment, ça va avoir un impact global sur le comportement des investisseurs et des particuliers. Et donc, potentiellement, un impact négatif sur l'ensemble des marchés. Donc là, attention, attention, puisque on le voit, on a un contexte macro qui est vraiment compliqué, qui est vraiment incertain et qui va du coup faire un contrepoids vis-à-vis de ce qu'on peut, vis-à-vis de ce à quoi on peut s'attendre sur le marché crypto. Ok ? Donc c'est pour ça que là encore, on va avoir une nouvelle semaine qui va être vraiment décisive pour le marché. Pas que pour le marché crypto, mais vu que nous, c'est ce marché-là surtout qui nous intéresse, on va de nouveau avoir une semaine vraiment très très importante. Alors je pense qu'on devrait retrouver
pas mal de volatilité, hein, comme les semaines précédentes. Ce qui va être intéressant à court terme, on va le voir juste après avec les altcoins, puisque ça va nous permettre de prendre un certain nombre de positions quotidiennement. Donc ça, c'est bien. Mais attention, attention, semaine décisive, semaine très très importante. Juste pour terminer sur le marché des actions, que j'étais en train de vous montrer juste avant. Je voulais vous parler de Pfizer rapidement, je vous en avais déjà parlé fin de semaine dernière. Bon, je vous rappelle qu'on a pris une position sur Pfizer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un début d'épidémie de variole du singe qui commence à émerger aux États-Unis et en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne. Vous le savez, Pfizer, c'est eux qui alimentent les vaccins. Et je pense qu'avec cette nouvelle potentielle épidémie, je dis bien potentielle parce que pour l'instant, il n'y a rien de sûr, les pays européens et américains vont devoir tout simplement faire des restocks de vaccins. Et donc Pfizer va probablement revendre des vaccins. Donc tout ça, ça pourrait permettre à l'action de Pfizer de repartir en direction du haut de son pattern vers les 60 $. Sachant que, comme vous le voyez, sur l'action de Pfizer, on a cassé cette trendline, on a bien rebondi sur le support et on a cassé le nuage d'Ishimoku. Donc on a plusieurs signaux haussiers assez intéressants. Okay, donc c'est la raison pour laquelle moi je vais pris position tout simplement sur l'action avec comme target, avec pour objectif de venir chercher les 60 $. Voilà un petit peu pour le petit point que je voulais faire sur la macro, sur la bourse. Donc semaine décisive sur les cryptos. Maintenant on va pouvoir regarder ce qui va se passer du côté des altcoins et les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Alors juste avant ça, je vais répondre un petit peu à vos questions parce que je pense que vous m'en avez posé quelques-unes. Alors, je reprends vos questions. Qu'est-ce que tu penses du Luna? Luna, c'est très compliqué. Alors, il y a un plan de relance qui a été mis en place par le PDG de Terra. Maintenant, est-ce que ce plan de relance il va être suffisant? Est-ce qu'il va fonctionner? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Oui, on peut considérer que Luna est mort. Ta story sur l'eurodéputé, elle défonce tellement je suis fan. Merci Nelnad, ça fait plaisir. Alors, dites-moi d'ailleurs dans le chat, est-ce que vous considérez qu'on est en bear market ou pas encore? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ouais, Luna, il meurt. D'où tu sors les 75%? C'est pas une critique, juste une question. Alors, je vous avais mis le graphique. C'était Bloomberg, hein, je crois. C'est la source de ce graphique, c'était Bloomberg. En gros, qui montrait qu'aujourd'hui, Bitcoin était corrélé à 75% avec les marchés financiers traditionnels. Je vous l'avais mis dans le Discord, dans la partie analyse fondamentale, il me semble. Donc, vous pourrez retourner voir ça. Et voilà. Pourquoi short l'Ethereum? C'est ce qu'on va voir juste après. Je vais te montrer pourquoi ce matin j'ai envoyé un petit short sur Ethereum. Donc voilà. Voilà. Bon, let's go. On va pouvoir continuer du coup le live et on va désormais passer sur les altcoins et on va pouvoir regarder du coup ce qu'ils vont faire un petit peu cette semaine, même si on en avait déjà parlé dans la vidéo YouTube de hier soir. Là, je voulais refaire un petit point avec vous. Alors, vous allez me dire pourquoi un short sur Ethereum? Pourquoi un short sur Ethereum? Parce que je considère, alors évidemment, tout va dépendre de ce que va faire le marché. C'est pour ça que c'est un ordre limite. C'est pour ça que c'est un prix qu'on va attendre, qu'on va ajuster, un prix d'entrée qu'on va ajuster en fonction du comportement du marché. Évidemment, si je vois Bitcoin qui réintègre et qui s'affole, je ne prendrai pas cette position sur Ethereum. Mais dans l'optique d'une légère continuation haussière à court terme et donc d'une prolongation baissière à moyen terme, Ethereum devrait venir chercher le haut de son range en H1, y être rejeté et donc on reviendrait probablement chercher les supports précédents en direction des 2000 $. Ok, encore une fois, ça va dépendre du comportement global du marché. Mais au vu du scénario que moi personnellement je privilégie, c'est-à-dire comme je vous dis tout à l'heure sur Bitcoin, rebond à court terme, léger rebond à court terme et après on va continuer cette tendance baissière, c'est le comportement qu'Ethereum devrait suivre. Vous le voyez, Ethereum est en train de latéraliser depuis maintenant un bon petit moment, depuis environ le 12-13 mai, on est en train de latéraliser et d'évoluer au sein de ce range, entre les 1900 et les 2100 $. Okay, le haut de ce range, pour moi, clairement, on sera rejeté, à part si Bitcoin s'affole et à part si le marché s'affole. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de prendre cette position. Donc le point d'entrée, comme je vous le dis, sera ajusté en fonction du comportement du marché. Le stop loss assez serré, mais on se laisse un tout petit peu de marge quand même pour éviter de l'absorption de liquidité. Hein. Si jamais on vient chercher quelques mèches, on vient chercher un petit peu de liquidité en dehors du range, moi je me laisse un petit peu de marge quand même pour éviter de me faire sortir. Parce que oui, vous le savez, et ça c'est une situation qui est assez similaire sur Bitcoin, étant donné qu'on est en range, étant donné qu'on est en train de latéraliser, il y a beaucoup de liquidité en haut et en bas du range. Ok, c'est-à-dire que là, il y a une grosse pression acheteuse, enfin vendeuse du coup, et inversement. C'est-à-dire que là, aux deux extrémités en fait du range, on a pas mal de liquidité à aller chercher. Donc attention avec vos stop loss, ne pas hésiter si vous voyez une mèche qui commence à s'affoler,
à vous laisser un petit peu de marge, ok, à réajuster un petit peu votre stop loss au cours de la position, juste pour éviter l'absorption de liquidité, et puis après on repart. En termes de take profit, comme je vous l'ai dit, l'objectif dans un premier temps, ce sera de revenir sur le support précédent au niveau des 2020 $. Et puis après, si ce support ne tient pas, on ira chercher les 1991 et pourquoi pas même les 1940 $. Ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,36 sur mon trade, donc ce qui est vraiment pas mal du tout, sachant que c'est une prise de position qui va être assez risquée étant donné l'instabilité du marché. Ça sera une prise de position en swing. Je pense que la position restera ouverte quelques jours. Alors, ça sera du swing court terme, on ne sera pas sur un swing sur plusieurs semaines, mais peut-être que ça sera une position probablement qui restera ouverte entre 1 et 3 jours. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Du côté du FTM, là on a pu saisir de très très belles opportunités. Alors là, beaucoup plus court terme. C'est pour ça que je vous disais que la volatilité est très très intéressante sur le marché en ce moment. Là, on est en M5. C'est d'ailleurs un trade que je vous ai partagé en public sur Twitter ce matin. Je vous ai mis le call en public sur Twitter ce matin. Donc, vous avez tous pu en profiter normalement. Qu'est-ce que c'était? Situation de bull flag, tout simplement. Tendance haussière, petit canal baissier. Généralement, c'est un pattern qui nous permet de prolonger cette tendance haussière. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher toutes les targets. Bon, vous voyez que après, on est venu réintégrer, mais ce n'était pas un problème puisque de toute façon, on avait pris tous nos profits. Là, c'était un super trade parce qu'en plus, on avait un ratio risque-récompense de 4,31. Donc là, c'est vraiment parfait de chez parfait. Donc voilà un petit peu la situation sur FTM. Encore une fois, un call que je vous avais partagé ce matin. Donc vous pouviez en profiter très très facilement. De son côté, lui, Avax, un petit peu comme Ethereum, il est dans une situation de range. Alors là, ça va être à beaucoup plus court terme. Ça va être plutôt sur du M15, comme vous le voyez comme ça. On est en train de latéraliser, en fait. On est en train de se stabiliser au sein de ce range. Alors malheureusement, c'est vraiment un range, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là dans une situation de bull flag, vu qu'on n'a pas un canal baissier, c'est vraiment un range. Donc ce qu'on peut dire, c'est que du coup, on va probablement avoir un gros mouvement à venir sur Avax, qu'il soit haussier ou baissier, puisque on va bien finir par sortir de ce range. Ok. Alors maintenant, quelle position du coup on va pouvoir prendre, justement? Là, vous voyez que déjà pour le moment, on semble être rejeté sur le haut du range. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être d'attendre la clôture M15, donc de cette prochaine bougie. Et puis, si on clôture à l'intérieur du range, position short, objectif, venir chercher la zone de support ici avec le plat du nuage d'Ishimoku au niveau des 31,66 $. Stop loss très serré, au cas où, on ne sait jamais si on ressort d'un coup. Donc moi, je vais me positionner juste sur le haut des mèches précédentes pour là aussi éviter de l'absorption de liquidité. Et ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,24 sur mon trade. Dans un deuxième temps, les deuxièmes targets qu'on pourra aller chercher, ça sera ici, en direction des 31,20 $. Et là, du coup, on aura un bien meilleur ratio risque-récompense. Mais moi, je tiens vraiment à prendre une première zone de profit, ici au niveau des 31,68 $, puisque je considère que ça va être une zone de support important. On a le plat du nuage, on a un plat SSB de la Kijun, et puis on a une zone de support de toute façon, avec un prix qui est venu rebondir un certain nombre de fois dessus. Sinon, l'autre option, donc ça sera un trade plutôt à court terme, là, sur la fin de journée, ok? Sinon, l'autre option, les deux autres options, ça va être de prendre des positions aux cassures, tout simplement de ce range. Donc si on confirme une cassure par le haut, on prendra du coup un long avec pour objectif de venir chercher des targets rapidement vers les 34 $. Ok. Et si jamais, là du coup ça prendra un petit peu plus de temps, mais si jamais dans les prochaines heures et les prochains jours on est amené à casser du coup ce range par le bas, alors la même chose, on attendra confirmation de cassure et on viendra chercher des targets en direction des 29,89 $. Là encore un stop loss assez serré. Rien ne sert de le mettre trop large dans le pattern, puisque dans tous les cas, à partir du moment où on aura réintégré, on ira chercher plus loin. Donc ça sert à rien de se mettre trop de marge sur ce genre de stop loss. Et puis en plus, ça nous permet comme ça d'avoir un très très bon ratio risque-récompense. Là, vous voyez, 4,18. Donc voilà, en fait, les trois opportunités qu'on va avoir sur Avax. Une première à court terme, si on clôture au sein du range, en short. Et puis après, il y aura deux opportunités. Il faudra en choisir une des deux en fonction de si la cassure se fera par le haut ou par le bas. Mais en tout cas, il va y avoir du mouvement sur Avax très très prochainement. Ça fait maintenant, ça fait à peu près, on va dire 24-48 heures qu'on est en train de latéraliser là-dedans. Ça va sortir à un moment donné. Ok, ça va sortir à un moment donné. Et voilà, on a une situation. Merde, je ne sais pas pourquoi je me suis mis sur le sol. Donc on va surveiller attentivement lors des prochaines heures. Du côté de l'EGLD. Là aussi, il y a des petites choses intéressantes à dire, puisque EGLD, je vous le rappelle, il a très très bien cassé ce triangle de compression en H1. Maintenant, la cassure,
est un petit peu légère. C'est-à-dire que voilà, on a cassé, on est repassé au-dessus du nuage, ok, bon c'est bien, mais elle est quand même pas très nette cette cassure, elle est pas très forte, on manque clairement de liquidité et de volume, puisque clairement d'habitude sur ce genre de pattern, on aurait pu avoir une cassure qui aurait été beaucoup plus nette et qui nous aurait permis de venir chercher rapidement les targets qu'on s'était fixés, ok. C'est pour ça que moi sur la position qu'on avait prise sur EGLD, j'ai clôturé en bénéf, ok. J'ai clôturé là tout à l'heure hein, sur la fin de matinée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je considère qu'une cassure un peu faiblasse comme ça, un peu molle on va dire, c'est pas très bon signe. Moi j'aime pas trop. Donc voilà, le trade était en bénéf, hein, vu qu'on avait pris position ici aux 91 $. Donc ça va, on a pris du bénéf dessus. Mais pour moi c'était un peu faiblard, c'était un peu molichon. Donc j'ai préféré clôturer parce que c'est une situation que j'apprécie pas particulièrement. Ce genre de situation en fait. Voilà, des cassures comme ça qui sont un peu lentes, qui sont un peu molles. Généralement, je trouve que ça pue un peu du cul et on se fait piéger la plupart du temps. En plus, je considère que du coup, désormais, on est rentré dans un canal ascendant un petit peu à court terme sur EGLD et donc qu'on pourrait en fait le casser par le bas et prolonger la tendance baissière. Et qu'en fait, tout ça ne soit qu'un léger bear flag. Donc moi, la situation me faisait un petit peu flipper sur EGLD, donc j'ai préféré clôturer et sortir de ça parce que je considérais que c'était un petit peu trop dangereux. Même chose sur le Gala. Le Gala qui a aussi cassé ce pattern. Alors là, on avait vraiment une situation de bull flag. Maintenant, la cassure, voilà. Moi aussi, elle me semble un petit peu molle, même si c'est un peu mieux que sur EGLD. Ça me semble un petit peu léger quand même. Donc, je vais être extrêmement prudent. Et j'ai déjà clôturé 50% de ma position sur le Gala. Donc là, déjà, voilà, je sais que mon trade, il va dans tous les cas clôturer en bénéf. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que j'aurai pas de perte sur ce trade là, même si maintenant on vient de toucher stop loss, étant donné que j'ai pris 50% de mes gains, je suis ok. Et puis voilà, si dans tous les cas je vois le marché qui se relance, je vais laisser tourner mes 50 autres pourcents. Dans le cas contraire, si on voit du coup le petit rebond à court terme qui s'essouffle et qui s'arrête, hop, on fermera l'intégralité de la position, ça sert à rien de laisser tourner pour au final aller toucher stop loss. Mais vous voyez que là encore, un petit peu un manque de volume, un manque d'énergie et de dynamisme sur le marché avec ces différentes cassures qui sont un petit peu molles. Du côté du Sand, pardon, alors là je ne sais pas pourquoi il y a cette position alors qu'on est en longue. Du côté du Sand, c'est pareil, cassure un petit peu molle. On a un peu de mal à aller chercher des targets vers le haut, etc. Donc là, pareil, sur le Sand, moi j'ai clôturé 50% de ma position. Et puis là, deux options. Soit on retrouve de la force et on va chercher les 1,51 $. Dans ce cas-là, ok. Dans le cas contraire, si je vois que le petit rebond à court terme s'essouffle, boum, je ferme. En gros, je vais surtout me fixer là sur le Sand par rapport à la Kijun qu'on a au niveau des 1,39 $. Si on vient faire une clôture H1 sous la Kijun, je clôturerai mes 50 autres % pour être sûr de finir le trade en 100% bénéf. Voilà, on va terminer cette partie analyse crypto avec le token du PSG. Donc comme je vous le disais, qui avait pourquoi pas des petites chances d'aller chercher des targets intéressantes. Avec la prolongation de Mbappé, ça aurait pu faire une réaction sur le token du PSG. Pas du tout, ok, il s'est absolument rien passé, il n'y a eu aucune réaction. Donc voilà, moi j'avais comme idée de potentiellement prendre une position à la cassure de ce triangle. Malheureusement, elle s'est faite par le bas, on est bien venu rebondir ici. Alors on avait pris une première position de cette manière. Là, moi j'en ai tenté une deuxième. Voilà, après c'est un peu plus risqué. Je voulais partager quand même, mais celle-ci est un peu plus risquée selon moi. Mais celle-là était très intéressante, hein. Celle qu'on avait pris hier, elle était pas mal. Rebond sur le support ici des 8 $, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Après attention, vous savez il va y avoir le mercato, donc pour ceux qui suivent un petit peu le foot et les cryptos, mercato, si on a des grosses arrivées ou des gros départs au PSG, ça pourrait avoir un impact sur le cours du token. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché crypto. Je vais faire une petite pause, réponse à vos questions, et puis après on va pouvoir continuer tout ça et parler notamment actualité, parce qu'il va y avoir des actualités très très intéressantes à parler, dont parler sur cette journée. Il y a 2 mois pour moi, on n'y était pas encore, mais là... Ok. Je voulais reconvertir en Mana ou ETH justement. Je pense sur mon instinct du coup. Alors attention quand vous faites comme ça des conversions, ok. Qui dit conversion là actuellement, c'est-à-dire que vous allez forcément perdre au change un petit peu. Donc attention, moi si vous voulez racheter des cryptos en ce moment, je vous conseille plus de redéposer de l'argent et d'en racheter plutôt de convertir. C'est pas le meilleur move à faire selon moi. Mais bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ok, on va pouvoir du coup passer à la partie actualité désormais. La première, on va reparler de notre chère Christine Lagarde qui a
qui s'est de nouveau exprimée sur les crypto-monnaies en le disant qu'elles ne valaient rien. Donc, Christine Lagarde nous explique donc que les crypto-monnaies ne valent rien, mais par contre, on nous taxe quand même dessus. C'est-à-dire qu'on nous taxe, on nous impose, on nous prend de l'argent sur un truc qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, qui quasiment n'existe pas. Donc là déjà, il faudra m'expliquer la logique de cette dame, parce que je comprends pas trop sa réflexion. Et puis dire que les crypto-monnaies, ça ne vaut rien, c'est totalement faux. Aujourd'hui, la capitalisation du marché crypto, elle pèse plus que Amazon, elle pèse plus que Apple ou Facebook. Je sais plus, si c'est ça. Donc à un moment, c'est faux. C'est faux de dire ça, ça ne vaut pas rien. Ensuite, dire que ça ne repose sur rien, ça je vous en ai déjà parlé hier, c'est faux aussi. Ok ? Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils partent de l'écosystème crypto en regardant uniquement l'aspect spéculatif. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les enjeux technologiques qu'il y a derrière. Donc pour eux, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de réseau derrière. Ok ? C'est faux. Une crypto-monnaie, elle repose forcément sur un réseau, sur une blockchain. Donc il n'y a pas rien derrière. Et puis en plus, si on prend ce raisonnement-là, on peut considérer alors que le dollar, l'euro, toutes les monnaies ne reposent sur rien. Ils ne valent rien. Parce que, voilà, on pourrait dire, l'euro, c'est juste des billets, en fait. C'est juste des billets qui s'échangent. Mais ça ne repose sur rien. En fait, le raisonnement est vraiment pas intéressant, je trouve. Donc voilà sur cette partie-là. Et puis, encore une fois, il y a vraiment un manque de compréhension de ces personnes qui sont, encore une fois, des décisionnaires. Et c'est ça qui est problématique. C'est que c'est ces personnes-là qui prennent des décisions. Et c'est ces personnes-là qui maîtrisent le moins, en fait, ces sujets. Donc il y a un moment, il y a un problème, il y a un décalage, et ça ne marche pas, et ça passe pas. Bon, en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a appris récemment que le fils de Christine Lagarde avait acheté des crypto-monnaies. Donc ça, c'est assez drôle, parce que du coup, bon après, ça se trouve, Christine Lagarde elle-même en a aussi, hein, peut-être des crypto-monnaies, et qu'elle se fait de la spéculation dessus. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais pas m'attarder trop sur ça, parce que je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc si ça vous intéresse un petit peu de savoir mon avis sur ce que pensent ces personnes-là, on en a parlé surtout dans la vidéo d'il y a 2 jours, hein, où justement on parlait de Bill Gates, de Warren Buffett, de Christine Lagarde, tous ces gens en fait qui n'apprécient pas plus que ça, les crypto-monnaies. L'autre actualité ultra intéressante et assez drôle de ce début de semaine, c'est une ferme de minage géante qui a été découverte en Russie dans une ancienne prison. Alors ça, c'est totalement fou. En gros, c'est clairement le directeur de la prison qui a utilisé une partie des locaux pour mettre en place une ferme de minage. Donc évidemment, il s'est fait attraper. Évidemment, je pense qu'il est dans la merde parce que la Russie, en ce moment, ils sont en train de mener une grosse campagne de lutte justement contre le minage illégal. Alors, la Russie sont vraiment très ouverts aux crypto-monnaies et au minage, mais le minage illégal, évidemment, non. Surtout que là, dans cette situation, on a clairement le mec qui utilisait l'électricité tout simplement du pays, du gouvernement, donc gratuitement, pour faire du minage. Donc là, clairement, il est dans la merde. Mais bon, c'est assez drôle, et puis ça montre quand même que le minage est rentable, le minage attire, et il y a de plus en plus de personnes à vouloir en faire. Pour répondre à ta question, Rigmaster, ouais, je vais te répondre aujourd'hui, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'étais un peu overbooké. Une petite news maintenant qui va être un petit peu moins sympathique, c'est une news qui nous parvient tout droit du Panama, qui finalement va peut-être pas adopter le Bitcoin. Alors on le sait, les pays d'Amérique latine sont très ouverts aux crypto-monnaies et à une potentielle adoption du Bitcoin, un petit peu comme les pays d'Afrique. Mais là voilà, le président du Panama, il a l'air de se retirer un petit peu. Je pense qu'il est un petit peu frileux. Alors ça s'explique aussi par la situation de marché actuelle, hein. Voilà, ça montre aussi que c'est risqué de trop s'exposer sur Bitcoin, de trop s'exposer sur les cryptos. Donc je pense que c'est pour ça que pour l'instant il préfère être un petit peu patient. Bon après il y a quand même des projets de loi qui sont passés, hein, ça a quand même bien avancé, mais je pense qu'il va attendre un petit peu avant une adoption plus globale, plus complète. Donc on va surveiller ça, mais ça serait dommage parce que ce serait quand même une très très bonne nouvelle qu'on ait un nouveau pays qui adopte lui aussi le Bitcoin. Donc voilà, et puis on va passer sur une dernière news qui là aussi est pas forcément ultra intéressante, puisque c'est, enfin pas intéressante, pas très positive plutôt je devrais dire, puisque c'est la banque Morgan Stanley, donc une grosse banque américaine, hein, qui en ce moment met en garde contre les NFT et les métaverses. Donc là on a clairement un signe du bear market, c'est-à-dire que voilà, les médias chient sur les cryptos, les institutions aussi, certaines entreprises aussi, les banques, le FMI, la BCE, les États, etc. Tout le monde est en train de critiquer, tout le monde dit que c'est la fin, tout le monde dit qu'il faut faire attention. C'est comme ça à chaque bear market, c'est comme ça à chaque fois. Et puis quand le marché se relance, généralement toutes ces personnes-là viennent nous expliquer que ils n'ont pas eu de chance, que ils sont tristes, enfin voilà, ils viennent chialer quoi. Donc bon.
assez drôle, mais bon, dans tous les cas, nous, on n'écoute pas ça, c'est-à-dire qu'on le voit, mais on n'écoute pas ça. Vous le savez, on est aujourd'hui dans un moment où c'est intéressant d'acheter. Comme vous le savez, c'est quand le sang coule dans les rues qu'il faut se positionner. Hein. C'est pas quand le Bitcoin sera à 70 000 $ qu'il faudra m'envoyer des messages en me disant hey, est-ce que tu penses qu'il est encore trop tard? Enfin, est-ce que tu penses que c'est encore le bon moment pour acheter des cryptos? C'est maintenant. Ok, c'est maintenant. Les fortunes, comme je vous le dis à chaque fois, les gros capitaux, ça se construit dans les temps difficiles. Ok, c'est pas quand tout est rose, quand tout est beau que c'est là que vous faites les plus gros gains. En fait, c'est quand c'est dur, c'est quand ça fait mal et quand ça saigne que on prépare en fait son futur, qu'on prépare tout simplement sa future fortune. C'est dans la difficulté de toute façon qu'on évolue le plus. Voilà, sur ces beaux mots, sur ces jolis mots, sur ces jolies paroles, on va clôturer le live. C'est un gros live, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre justement l'intégralité de ce live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Hein. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On va se retrouver de toute façon dès demain matin pour davantage de contenu, des analyses, des trades, etc. Comme d'habitude, je vous invite à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux et notamment sur le serveur Discord. Tous les liens sont dans la bio. Voilà les amis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning.